Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on le détecte le lendemain, c'est-à-dire une fois qu'il est passé, on se dit « Oh là bonjour, il est passé lui !» Donc là, ceux-là peuvent être un peu plus dangereux parce qu'on n'a pas vraiment eu d'idée de la taille à ce moment-là à l'avance. Le 3 mars dernier, donc 2009, il y en a un qui faisait une centaine de mètres de diamètre, qui est passé à moins de 50 000 km de la Terre. Donc 50 000 km, pour vous donner une idée, c'est 1/6 de la distance Terre-Lune, en gros. Et c'est surtout, par rapport à un satellite géostationnaire, c'est presque 2 fois la position d'un satellite dans le ciel, géostationnaire. Donc c'est vraiment pas loin, c'est vraiment pas loin. Et donc c'est vrai, là, en touillant son café, forcément, on prend un coup, mais on prend un vrai coup. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, il est vraiment passé très près. Plus stressant encore, rapide calcul. Si la météorite passe à 64 000 km de la Terre, qui file elle-même à 108 000 km/h, ça veut dire que ce géocroiseur est passé là où la Terre se trouvait seulement 7 heures auparavant. Des vitesses et des distances tellement phénoménales qu'on se demande bien comment la sonde américaine Vega a pu se rapprocher de la comète de Halley en 1986, ou comment la sonde Galileo a même pu cartographier l'astéroïde 433 Eros en l'an 2000. Le must revient aux Japonais qui, eux, ont même réussi un véritable exploit. On a démontré qu'on peut atteindre des géocroiseurs. Les Japonais, il y a 2 ans, ont lancé une nouvelle mission, donc 2-3 ans après les Américains, Itokawa, avec pour but de ramener un morceau de géocroiseur. Mais à supposer qu'un engin réussisse à se poser sur l'astéroïde, une des principales difficultés va être d'y rester. Même avec des rochers supérieurs à 10 km, la gravité est quasi nulle. Et donc, au moment du rebond, ils ont une espèce de dard qui s'enfonce dans le sol, qui prend un peu de matière, qui referme tout, qui met dans sa poche, et quand on a le rebond, on a emmené de la matière. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que dans 1 an, ils ramènent les morceaux sur Terre. Pourquoi dans 1 an? C'est parce qu'il faut 2 ou 3 ans, on rentre pour pas cher, et si on rentre pour pas cher, ben on voyage longtemps. C'est souvent comme ça dans les activités humaines de transport. Donc il y a quand même un grand moment à vivre dans 1 an, quand on ramènera pour la première fois un morceau de géocroiseur sur le sol. Pourquoi les pays les plus avancés tiennent-ils tant à savoir se poser sur un astéroïde? Quel est l'intérêt d'une mission aussi coûteuse et risquée? Évidemment, parce que plus on comprend ce système solaire dans lequel nous évoluons, plus on réalise les risques qui nous entourent. Et en l'occurrence, la possible catastrophe qui préoccupe toute la communauté scientifique a un bien beau nom, Apophis. En 2004, la NASA a découvert un nouvel astéroïde qui s'appelle Apophis, et ils ont annoncé tout de suite la fin du monde et pour le 13 juin 2029. C'est sûr, c'est ce jour-là. Et ça tombera en plein milieu du Pacifique. Plein milieu Pacifique dit pas très loin de la côte américaine, un tsunami géant qui arrive dessus. Donc depuis, ça a été un petit peu recalculé et on sait qu'il va passer en gros à, ça doit être 1/3 de la distance Terre-Lune et que ça ne sera pas en 2029 mais plutôt en 2036. Donc pour l'instant on est rassuré, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même à chaque fois une incertitude qui fait qu'on peut être quand même un petit peu inquiet. On sait qu'en 2036, l'astéroïde Apophis pourrait tomber sur la Terre.
Et c'est un gros caillou qui fait à peu près quelques centaines de mètres, donc entre 200 et 400 mètres. Donc imaginez un caillou qui fait entre 3 et 4 terrains de foot de long, et qui arrive à une vitesse supérieure à celle de la navette spatiale. Imaginez ce que ça peut produire sur Terre. Et c'est un objet qui revient. En permanence, il tourne et il croise l'orbite terrestre. Il l'a croisé il n'y a pas très longtemps. Il la recroisera de façon très préoccupante en 2029 pour peut-être percuter en 2036. Alors s'il percute, c'est un objet qui mesure 270 mètres environ. Il pèse 27 millions de tonnes. Donc s'il percute, mais ça fera mal. Par exemple, faisons un scénario catastrophe. Imaginez qu'il tombe sur la région parisienne. Là, bien sûr, Paris sera détruit complètement, mais pas seulement Paris. Ce seront des centaines de kilomètres de terrain qui seront détruits autour de Paris. Donc ce sera vraiment un scénario catastrophe. La Terre ne sera pas détruite, mais un pays entier souffrira. En tout cas, un pays entier des dimensions de la France. Maintenant, il y a d'autres choses très rigolotes, enfin rigolotes entre guillemets. C'est-à-dire que s'il tombe dans l'océan, ça soulève une vague qui est aussi haute que la profondeur d'eau. Ça veut dire que s'il y a 2000 mètres de fond, à l'endroit où Apophis tombe, on va avoir une vague de 2000 mètres de haut. Donc je vous rappelle, le tsunami, c'était une vague de 8 mètres. Là, on parle d'une vague de 2000 mètres. Donc c'est pour vous donner une idée des catastrophes que ça peut engendrer. Par exemple, il faut éviter d'aller en montagne, parce qu'en montagne, avec le choc, il y aura des tremblements de terre. Il faut éviter d'être près des côtes, parce que si ça tombe dans l'océan, on va être balayé par la vague. Donc il faut être suffisamment loin, on parle en centaines de kilomètres, dans une zone stable, plate, où il n'y a rien qui se passe, pour être sûr qu'on évite les conséquences de l'impact. Le potentiel destructeur de la météorite Apophis laisse pantois. Ça marchait dans la rue, par là. Ça. Vous avez vu quoi? C'est ce que je vous dis. C'est passé au-dessus de ma tête. Quoi? C'est ça, ce bruit qu'on entendait. Et tu l'as vu? Passé juste quelque chose? Qu'est-ce que t'as vu? C'était vivant. Qu'est-ce que c'était? Pour la petite histoire, Apophis est un dieu de la mythologie égyptienne, et comme par hasard, dieu des forces mauvaises et de la nuit. Personnification du chaos, du mal, cherchant à anéantir la création divine. On le représente sous la forme d'un serpent géant attaquant la barque de Ré, dieu du soleil qui doit sans cesse le repousser chaque lever du jour, marquant ainsi la victoire du bien sur le mal. Et si l'humanité devait à son tour repousser Apophis avant qu'elle ne vienne frapper la Terre en 2036 ? 6 scénarios extraordinaires ont été pensés, et là aussi, il s'agirait d'un combat de titans. Il y a plusieurs solutions à ma connaissance. Alors la première évidente, c'est d'appeler Bruce Willis pour lui demander d'y aller. Donc ça, c'est l'évidente pour tout le monde, avec des ogives thermonucléaires. Et au final, ça paraît la plus bête. C'est-à-dire que si on amène une ogive, enfin si on trouve le moyen, c'est vraiment de la science-fiction, d'amener une ogive nucléaire, enfin de faire péter l'astéroïde qui nous fonce dessus, donc dans 20, 30, 40, 50 ans. 3, 2, 1... Le souci, c'est qu'au lieu de prendre un gros astéroïde dans la tête, on va en prendre plein de petits. Donc au moins un gros, on sait où il tombe normalement. Il y a aussi, les gens parlent souvent de « bah oui, mais si on met une charge nucléaire, ça va tout faire fondre ». Oui, sauf que si l'astéroïde était en direction vers la Terre, tous les rayonnements nucléaires, là, tôt ou tard, ils vont arriver près de la Terre.
Donc non seulement on aura un impact avec des astéroïdes plus petits, mais aussi on aura toute la radiation. Donc finalement, c'est peut-être pas le meilleur. Après, ça dépend aussi de la composition de l'objet. S'il est très fragile, en effet, on pourra tout faire casser et puis finalement, on s'en fout. Maintenant, si c'est du fer, eh ben, bon courage pour faire péter tout ça. Techniquement, c'est tout à fait possible. Mais politiquement et pour le grand public, c'est pas du tout dans la poche. Ça fait 40 ans depuis la guerre, 50 ans que l'on veut bannir les essais nucléaires. Donc réintroduire les essais nucléaires n'est pas une chose du tout facile. Les Nations Unies ne seront pas prêtes de tolérer que l'on emmène dans l'espace. Et imaginez si les Russes veulent emmener une bombe, les Américains vont dire d'accord, ou bien si les Américains emmènent, que vont dire les Chinois? Enfin bon, c'est pas du tout évident. Après, la solution qui vient à l'esprit, c'est de se dire, c'est pas compliqué, on va atterrir sur l'objet, on va mettre une fusée dessus, puis on va allumer la fusée. À quelle vitesse on descend? 3 pieds secondes. 2. Tirez les pitons. Pitons tirés. Arriver à faire poser un véhicule, c'est possible, mais il faudrait le poser au centre de gravité du géocroiseur. Déjà ça commence à être plus compliqué quand le véhicule il a n'importe quelle forme. Et pouvoir, à ce moment-là, se mettre dans une position où on va pousser dans le bon sens. Et donc cette manœuvre-là relève aujourd'hui d'une très grande complexité. C'est possible. Et il ne suffirait pas on a les véhicules, les moyens, et se poser, s'ancrer et pousser. On peut pousser après pendant des jours et des jours, on peut pousser tout doucement. Et puis comme s'il s'agit de détection 5 ans à l'avance, on a tout notre temps pour pousser et dévier. Et puis dès qu'on a dévié la Terre, on a dévié, donc il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est possible si on a le temps et les moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache où il est. Typiquement, il faut qu'on envoie une sonde avant pour reconnaître, pour savoir où est-ce qu'on peut atterrir. Il faut construire le vaisseau qui va être capable d'atterrir, capable de s'arrimer. Et il faut prévoir que si jamais ça ne marche pas, il nous faut une mission de secours. Une chose qu'a priori on pourrait savoir faire sur un petit astéroïde, c'est en fait d'envoyer un satellite qui se mettrait en orbite dessus. Et en fait, le simple fait qu'il y ait un objet massif, et encore, il faut que ce soit un petit peu calculé, un peu réfléchi, massif, qui tourne autour d'un petit caillou, en quelque sorte, qui nous foncerait dessus, fait que ça va le dévier, tout naturellement. Mais il faut le faire longtemps à l'avance, c'est-à-dire que c'est pas 6 mois avant qu'il arrive, il faut le prévoir quelques dizaines d'années avant, pour qu'à force, ça fasse une sorte de petite pichenette, ça le pousse, ça le décale, et on l'envoie où on veut. La quatrième solution, c'est ce qu'on appelle le tractor pooling, c'est-à-dire qu'on a l'astéroïde qui est là, et on en met un autre où on met une masse ici, devant, et à cause de la gravité, les deux corps vont s'attirer, et donc l'astéroïde va vouloir aller dans cette direction, et notre tracteur, là, va vouloir aller dans cette direction. Donc on met un petit moteur ionique sur notre tracteur, là, et en fait notre tracteur, on l'empêche d'arriver vers l'astéroïde, on le garde à une certaine distance. Ce qui veut dire que notre astéroïde, petit à petit, il va être attiré vers notre tracteur. Et donc en faisant ça, on va le dévier de son orbite d'une fraction très petite de son orbite, mais à long terme, sur 10, 15, 20 ans, ça va être suffisant pour que l'astéroïde tombe plus sur la Terre. Encore une fois, je me répète, il faut être absolument sûr que ça, c'est nécessaire pour éviter qu'au départ, l'astéroïde qui ne tombait pas sur la Terre, finalement, tombe dessus. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Ou bien certains scientifiques sont-ils eux-mêmes tombés sur la leur? D'accord, il s'agit d'arrêter un rocher très dense et non poreux. D'accord, Apophis aurait une vitesse supérieure à 12 km par seconde en venant percuter la Terre. Oui, d'accord, la collision dégagerait une énergie pouvant atteindre l'équivalent de 510 millions de TNT. Mais où peuvent-ils chercher des solutions pareilles? L'une d'entre elles nous a beaucoup amusés, et nous avions fait toute une émission là-dessus d'ailleurs,
qui consisterait à peindre l'astéroïde tout en blanc. Le peindre, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on crée une énergie, entre guillemets, photonique, c'est-à-dire en fait, c'est le Soleil qui va le repousser, le dévier, l'envoyer ailleurs, et je trouve que c'est une solution très, très, très poétique. Donc si notre astéroïde est noir, qu'on le peint en blanc, eh ben, on va dévier cet astéroïde. Vous voyez ma main là, le soleil brille sur ma main. Et ben, de la même façon, le soleil brille sur l'astéroïde. Et en fait, les particules de lumière, les photons, tapent sur ma main, tapent aussi sur l'astéroïde. Et il y a une toute petite force qui pousse ma main et qui va pousser l'astéroïde. Et donc, plus ma main est blanche, plus cette force est grande. C'est-à-dire de peindre d'un côté en noir, de peindre d'un côté en blanc. Donc il y a une différence d'amplitude thermique et tout naturellement en fait il va avoir chaud d'un côté et froid de l'autre. Enfin il va changer en fait sa rotation sur lui-même. Donc il va aller a priori un petit peu plus vite. Donc allant plus vite, et ben, il va dévier en fait. Les lois de la gravité font que lui il tourne autour du Soleil en fait. Il fait son tour autour du Soleil. Ben, il va changer d'orbite et avec un peu de chance, au lieu d'aller sur nous, il ira ailleurs. Ou si on n'a pas de chance, il ira sur la Lune. Enfin, pour la Lune. Alors, le vrai souci c'est ça. C'est quel est le fournisseur de la peinture et comment on fait pour aller peindre là-bas. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Il n'y a pas d'atmosphère. Le revêtement, il doit rester dessus, sinon, s'il s'en va, on s'est fatigué pour rien. Mais effectivement, on pourrait imaginer de modifier la trajectoire avec des corps gonflables qui changeraient la résistance, qui changeraient des choses. Bon, mais aujourd'hui, tout ça relève du fantastique. Ça paraît totalement farfelu, ceci dit, on en parle en conférence internationale de façon très sérieuse. D'autres scénarios sont encore imaginés en fonction de la nature du géocroiseur. Un super-aimant pourrait attirer à lui un astéroïde ferreux, par exemple. On imagine encore faire fondre le bolide à l'aide d'un laser ou d'une sorte de four spatial. On peut même calculer une sorte de partie de billard en accrochant une fusée sur un rocher plus petit. Ou bien poser des panneaux solaires pour utiliser l'énergie du Soleil. Reste qu'il faudrait concevoir des voiles de 1000 km² d'envergure pour déplacer un astéroïde de quelques dizaines de mètres. Je sais que ce n'est pas ma spécialité, mais si le noyau avait une densité tout autre, si par exemple on avait une surprise de ce côté-là, ça ne risquerait pas de modifier les explosions Oui, si l'on découvre que le noyau c'est du fromage fondu. Tout n'est qu'hypothèse, commandant, c'est ça la science, des hypothèses. Eh bien mon hypothèse c'est que vous ne savez rien. À l'ESA, Agence spatiale européenne, on a imaginé la mission Don Quichotte. Cela consisterait à lancer une sonde spatiale qui se diviserait en deux et partirait sur des trajectoires interplanétaires différentes. La sonde, appelée Hidalgo, ici le triangle jaune, viendrait impacter un astéroïde d'environ 500 mètres de diamètre à une vitesse d'au moins 10 km par seconde. L'autre sonde, le carré vert, observerait la collision puis lâcherait au moins 4 séismomètres sur l'astéroïde pour analyser les changements de structure interne, de l'orbite et de rotation. Bref, on ne manque pas d'idées. Mais l'humanité serait-elle prête à se sauver elle-même ? Les États ne placent pas aujourd'hui les géocroiseurs dans leurs priorités. Pourquoi ? Parce que le premier identifié, c'est 2027. Donc, on est en 2009, bon, ils ont un petit peu le temps de voir, ça sera plus eux au pouvoir. Et puis en plus, 2027, c'est possible, mais c'est pas encore complètement confirmé. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas quelque chose de très menaçant, ça va pas être si facile que ça de convaincre les autorités. La communauté terrienne serait incapable de faire face d'abord techniquement à ces objets, et puis de faire face également d'un point de vue tout simplement logistique, c'est-à-dire que les moyens d'organisation commune n'existent pas encore. À ce jour, en effet, aucun programme international, aucun protocole ou traité ne règle les décisions à prendre.
S'il existe un comité pour l'usage pacifique de l'espace aux Nations Unies, pour le reste, le choc des mondes de 1951 pourrait malheureusement être autant daté qu'avant-gardiste. Mais je dois poser une question à laquelle tous les délégués ici présents désirent une réponse. J'espère avoir votre confiance. Êtes-vous certain, Dr. Hendron, qu'il n'y a aucune erreur? Que tous les calculs sont exacts? Oui, messieurs. Les premiers effets du passage de Zira doivent être ressentis le 24 juillet après-midi à 1h. Monsieur le Président, je voudrais poser une simple question à l'éminent professeur. Que sait-on de l'astre géant Bellus? Quand cet astre nous menacera-t-il véritablement? 19 jours après. Bellus écrasera la Terre le 12 août à 9h du matin. Si Bellus, Apophis, peu importe son nom, devait percuter la Terre, si le décompte à rebours était vraiment lancé sans que nous ne puissions faire quoi que ce soit, c'est sans doute en premier lieu la question de la sauvegarde des populations qui se poserait alors. Il faut savoir que un astéroïde d'une centaine de mètres, enfin un peu plus gros, on va dire au-delà de 500 mètres jusqu'à 1 km, qui tombe sur Terre, donc ça va faire un cratère d'à peu près 10 km si c'est sur un continent, et en gros ça raye complètement le continent. Oh putain! Mettre à l'évidence, donc faut basculer toute la population de l'autre côté. Ça commence à faire un petit peu de la poussière un petit peu partout, et ça laisse, on dit, plus que 25% de tous les êtres vivants sur Terre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui bouger 200 millions de personnes? Eh bien moi, je pense, si vous voulez, c'est que mon avis personnel, mais je pense que c'est presque impossible. Comment faire pour ne pas transformer des mouvements massifs de population en des déplacements irréversibles et des déplacements qui causent eux-mêmes des milliers ou des millions de morts également? Je pense que dans les 10 ans qui viennent, les communautés spatiales et astronautiques se seront organisées entre elles pour faire face à ce danger potentiel, car il est réellement à prendre en compte. Statistiquement, on estime qu'un impact de grande ampleur ne se produit que tous les 25 000 ans. Avec un peu de chance, nos technologies devraient donc progresser d'ici là et nous permettre peut-être de voir l'espace et ses distances différemment. On pourrait imaginer aller sur Ganymède, qui est un satellite situé à peu près, il est situé tellement loin au fond que on imagine que ce petit monde qui est encore froid aujourd'hui, hein, il est froid parce qu'il est situé tellement loin du Soleil que l'énergie reçue par cet astre n'est pas suffisante pour le réchauffer, mais que à cette époque lointaine où le Soleil aura envahi une grande partie du système solaire, eh bien, il se sera en quelque sorte rapproché, entre guillemets, de Ganymède, qui, à ce moment-là, pourrait se réveiller et, dans 4,5 milliards d'années, enfin connaître son premier été. Le Soleil, en rendant la Terre inhabitable, favoriserait en même temps la colonisation de Ganymède, le plus grand satellite de Jupiter, enfin réchauffé. Et nous jouerions alors une version moderne de l'Arche de Noé. Les paroles du pionnier de l'astronautique russe, Konstantin Tsiolkovsky, prononcées dès 1903, seraient alors prémonitoires. La Terre est le berceau de l'humanité
mais on ne passe pas sa vie dans un berceau.